Drôle d'endroit pour une rencontre continue avec notre invité Pierre Arditi dans cette cave assez magique. Pierre Arditi, vous avez absolument tout fait dans le métier. Vous avez été pas tout, du heureusement. cinéma, beaucoup Oui. de la télévision. Vous étiez l'un des premiers à investir cet espace d'expression. Vous avez fait beaucoup de théâtre. Énormément, oui. J'y suis né, je vais y mourir. Oui. Ce qui coule dans mes veines, en bien ou en mal, c'est le théâtre. Et vous y restez toujours. Toujours. Vous revenez toujours à la scène. C'est mes racines. Je suis né là, je ne peux pas nier l'endroit où je suis né. Quand je dis je suis né là, je suis presque né là, pas dans cette cave, mais pas très loin, à Lyon. Ouais. Comme acteur, hein, pas comme être humain. J'ai eu la chance de pouvoir faire du cinéma, de faire de la télévision, d'enregistrer des textes, c'est très bien. Mais ma vie profonde, réelle, ce qui m'a fondé, c'est le théâtre. Quand vous êtes sur scène, est-ce qu'il faut ressentir les émotions du personnage que vous jouez pour bien l'incarner? Ou est-ce que vous pouvez être en train de penser au gratin de courgettes que vous avez mangé Non, ça, je ne peux pas à penser au midi, gratin de courgettes. C'est-à-dire que je peux et pleurer en même temps? Je peux penser au gratin de courgettes, à condition que cette pensée du gratin de courgettes serve la pensée du personnage que j'incarne à cet instant. Je suis ce qu'on appelle un acteur stanislavskien, c'est-à-dire que j'ai été biberonné à la méthode stanislavskienne. C'est l'acteur studio. C'est l'acteur studio après, mais Ouais. c'est une méthode qui est use it. Sers-toi de toi pour incarner cet autre dont tu ne connais rien, qui en réalité est un frère de sang. Voilà, moi je choisis ça. Donc, je crois pas au dédoublement de l'acteur, je crois, comme mon ami Nicole Garcia, qui a trouvé un jour cette très jolie phrase, je crois qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi, qu'on met au service d'un autre, dont on ignorerait tout et qui en fait est un frère proche. Voilà. Et ça ne Donc vous fait jamais quand je flipper, rentre ça? en scène, si les gens savaient à quel point je suis nu, au sens pur du terme, où je n'ai aucune défense, ils n'oseraient même plus me regarder, ils n'oseraient plus battre un cil. Mais ça ne vous fait pas peur? Mais je suis payé pour ça. Je suis payé, Oui, mais quand quelquefois on donne même, de ces très émotions, bien, ouais. pour extravertir de moi des choses parfois tout à fait inavouables, contrairement à mes congénères qui, eux, s'ingénient à les enfouir pour ne pas savoir qu'ils les contiennent. Un véritable acteur, à mon sens, c'est quelqu'un qui est très peu fréquentable parce qu'il tripote des matériaux qui sont très, franchement, pas très ragoûtants. Vous êtes tout à fait fréquentable. J'ai l'air. Vous avez l'air. Oui, j'ai seulement l'air. Et j'en veux pour preuve, il faut rentrer dans ma cuisine d'acteur, que j'ai enterré des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de fois des gens comme mon père ou ma mère, par exemple, et pour que mon âme se déchire dans l'instant. Vous savez, Laurence Olivier, qui est un mythe, Oui. il était déjà très célèbre, il est allé faire son service militaire un peu plus tard, et quand il est arrivé, le commandant de compagnie, le capitaine, il a dit « Ah, c'est vous, Laurence Olivier ?» Oui, oui. On n'est pas au théâtre ici, on n'est pas au cinéma. Hein. Vous allez voir, vous allez en baver. Et Laurence Olivier l'a bien regardé, et 15 jours après, il était l'amant de sa femme. Voilà. Et quand il a fait ça pour se venger, le mec n'a pas su. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué Othello. Et quand il a joué Othello, il a joué Iago, le traître. D'un fantasme. Voilà, il a Oui, dit non, génial. moi je ne la sors studio, ça ne m'intéresse pas. Il a exactement fait la même méthode. Est-ce que vous arrivez encore à comprendre que les gens aillent aussi nombreux au théâtre? Honnêtement, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde d'images, d'écrans... Ben justement. Ben justement. Ben justement. Ben, ils viennent pas voir un écran, ils viennent pas voir des images, ils viennent voir des êtres de chair et de sang qui transpirent sous leurs yeux, et ils viennent voir un spectacle qui est unique. Si vous venez me voir moi, mais ou d'autres, jouer le mardi, vous aurez vu quelque chose, ça vous aura plu ou pas, peu importe. Les gens qui viendront voir ça le mercredi ne verront pas la même chose, car rien ne peut être la même chose, c'est impossible. On n'est pas des robots, on ne peut pas reproduire très exactement la même chose. Les gens viennent voir. Il y a la pas de reproduction, c'est pas vrai. même Mais du non, texte, mais non, il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de répétition. Si vous êtes mauvais le mardi, vous pouvez toujours rêver d'être génial le mercredi, même si c'est faux. Vous n'avez jamais ouvert tous les tiroirs, c'est impossible. On n'a jamais assez exploré une pièce. Alors, ça ne se fait plus maintenant. Les jeunes générations jouent moins. Moi, je suis la vieille génération. Je joue beaucoup plus longtemps. Mais quand on joue 300, 400, même quelqu'un qui m'est arrivé de jouer 500 fois, Art de Yasmina Reza, par exemple. Ouais, par exemple. Mais je n'étais pas arrivé au bout de la pièce au bout de 500 fois. C'est une fausse répétition. Il n'y a pas de lassitude. Mais non, c'est pas pareil. Il y a un public nombreux qui va au théâtre. Oui. Est-ce qu'il y a un renouvellement des générations? Pas assez à mon goût. Je le regrette. Il y a quand même des gens plus jeunes. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que... Alors, les scolaires, il y a... Oui, ça se fait plus tellement maintenant, malheureusement, et je le regrette. Peut-être que dans les nouvelles dispositions de l'éducation nationale, peut-être qu'on va penser à réemmener les enfants ou des adolescents,
Parce que, honnêtement, moi, je jouais devant des adolescents. Ouais. Et ils adorent ça. On les prend par la main et ils viennent avec vous. Pourquoi c'est important d'emmener des enfants, des ados au théâtre? Et d'abord parce que simplement, ça ouvre leur imaginaire. C'est-à-dire qu'on fait une petite fente, là, Oui. ça rentre comme ça, et à un moment donné, ça illumine leur cerveau. Ça les émerveille, ça les amuse, ça les étonne, ça les intrigue, ça les questionne, ennuie. ça les ennuie. Souvent. Eh ben, si ça les ennuie, c'est pas grave, ils iront voir autre chose, ça les ennuiera moins. Le théâtre, ça permet d'avoir un point de vue sur le monde et parfois même de le posséder. Quand vous montez sur scène, vous avez joué dans des registres extrêmement différents. Vous avez joué des classiques, vous avez joué Molière, vous avez joué Feydeau, vous avez joué Florian Zeller, pour parler d'un contemporain. Dans quel registre, avec quels auteurs vous sentez-vous le plus familier, le plus en prise? Lequel est votre contemporain? Molière. Molière. Bah, oui. Molière est votre contemporain. Bah, oui, c'est le contemporain. C'est notre patron à tous. Expliquez à un adolescent pourquoi Molière. Enfin, imaginez quand même que c'est un auteur qui a 4 siècles. Ouais. C'est quand même quand il n'y a pas beaucoup de gens qui traversent le temps de cette manière. Il y en a quelques autres. Il y a Marivaux, il y a moi, mais on parle de Molière. Pourquoi les gosses, par exemple, quand ils viennent voir des grands classiques, s'amusent à Molière? Pourquoi ils se marrent? Parce que cet homme-là parle des hommes et des femmes, de leurs travers, de leurs douleurs, de leurs impuissances. Comme au fond, contrairement à ce qu'on croit, on n'arrive même pas encore à en parler aujourd'hui. On n'est pas assez balèze pour en parler aujourd'hui. Et c'est presque guignol par moments. Et en même temps, la vertu extraordinaire de Molière, c'est qu'il s'adresse à tout le monde et il est intergénérationnel. Et pourquoi moins Shakespeare? Je n'ai jamais encore jusqu'ici vraiment été emporté par cet auteur. Je le dis avec d'autant plus de rage que quand je dis ça, tout le monde dit, il est fou, c'est un con. Il connaît pas ça, il connaît pas. Tout le monde dit, mais il faut jouer lire, il faut jouer lire. Alors ok, je vais jouer lire. C'est pas pour tout de suite, mais je vais m'y coller avec mon ami Didier Besace. Vous allez jouer le roi Lear? Je vais jouer le roi Lear, oui. Ben, j'arrive à un âge où je vais pouvoir le jouer. Ça a des inconvénients, là, ça a quelques avantages. Pourquoi pas Shakespeare? Parce que jusqu'ici, Shakespeare ne me touche pas comme Molière. Pourquoi? Est-ce que je n'arrive pas, derrière ces histoires de rois, de reines, de pouvoir... passionné de politique. Ben, oui, mais si vous voulez, c'est ça. C'est une langue qui me parle moins, mais c'est normal, ça n'est pas la mienne. Elle est souvent trop fleurie, c'est trop précieux par rapport... Shakespeare, c'est rude, c'est rugueux, c'est quelquefois même graveleux. Oui, et ça fait partie. C'est parfois même vulgaire. Oui, c'est même, il y a pas, oui, c'est une vulgarité qui est littéraire, mais c'en est une. Bon, les seuls Shakespeare au fond que j'ai aimés, mais pourquoi je les ai aimés? Parce que je les ai vus en version originale au cinéma. Je les ai vus avec Orson Welles. C'était magnifique parce que lui est un géant absolu et comme metteur en scène et comme acteur. Ouais. Et j'ai vu Richard Burton, qui était un acteur shakespearien absolument sublime, mais ils jouaient dans leur langue, dans la langue shakespearienne. Et alors là, évidemment, on est dans quelque chose d'autre. Est-ce que la langue française sert Shakespeare? Je me pose la question. Mais là, je vais bien être obligé de la résoudre parce qu'il faudra que je joue quand même. Qu'est-ce qui change quand on avance en âge dans... Tout. Qu'est-ce qui change? Tout. Vous avez vu tout à l'heure, on est descendu des escaliers, j'ai mal à ma jambe gauche, ça m'emmerde. Ouais. Bon, je n'avais pas ça il y a 4 ans, parce que petit à petit, on voit l'étendue des dégâts. Ils ne sont pas seulement physiques, ils sont physiques aussi. Mais par exemple, il y a des rôles que j'adorerais jouer encore. Intérieurement, je peux encore les jouer, sauf que j'ai 30 ans de trop. C'est mort, c'est foutu. C'est terminé. On fait expliquer, vous êtes un acteur merveilleux, voilà. Mais pas pour ça, hein. Pas pour ça. Alors, vous allez pouvoir jouer ça, mais ça, vous dites adieu. Il fallait le jouer avant, c'est trop tard pour vous. Donc, c'est pas une tragédie, c'est pas marrant. Si vous voulez, c'est difficile. Alors, j'essaie de regarder devant moi, mais vous connaissez cette phrase terrible et horrible que je ne fais pas mienne, mais qui malheureusement n'est pas entièrement fausse. À partir d'un certain moment, ce qui nous reste à vivre, c'est ce que nous avons vécu. Et je refuse de faire mienne cette phrase parce que je considère que j'ai encore des choses à vivre. Est-ce que la dimension politique, qui est consubstantielle au théâtre, est-ce qu'elle existe encore? Mais le théâtre a forcément quelque chose à voir avec la démocratie. En tout cas, il a forcément quelque chose à voir avec la culture, en ce sens qu'elle est la base même de la démocratie. Le théâtre, il est politique dans la mesure où d'une certaine manière, il oblige à voir en face des choses qu'on ne verrait pas forcément autrement. Donc, il est politique parce qu'il interroge, il fait s'interroger, il fait s'émouvoir, il fait s'intriguer, il fait rejeter, il fait analyser. Donc, il aide à devenir un être humain, tout simplement. Ce serait quoi le rêve de la politique? C'est de fabriquer des êtres humains qui, à un moment donné,
ont conscience d'eux-mêmes et qui aident à fabriquer un monde dans lequel on serait moins malheureux. Et ça, c'est l'idéal de la politique avec un P majuscule. Ce serait l'idéal. Elle ne peut pas toujours le faire. Quelquefois, sur certains points, elle peut le faire. Le théâtre ne peut pas toujours le faire non plus, mais il le fait aussi sur certains points. C'est peut-être pour ça que j'y suis si attaché. Vous y êtes si attaché, vous êtes aussi très engagé et on a l'impression que vous n'êtes jamais déçu par la politique. Ah si, je peux être déçu par la politique. Et pourtant, vous y revenez à chaque fois. Mais parce que je sais que c'est très à la mode de... Et vous reprenez le combat. Le combat, c'est beaucoup dire. On voit un engagement à gauche, oui, soutien, affirmation de conviction. Oui, j'ai des convictions. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, avec l'âge, elles ne s'éteignent pas, mais au contraire, elles sont de plus en plus vivantes et électriques. On est en train de voir en ce moment, dans notre pays, quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge. Et je ne citerai personne, puisqu'il ne faut pas que je le fasse. Mais non. Encore une fois, on est en train de se dire, et on a raison de se le dire, que le pays, dans l'état où il est, mais même s'il n'était pas tout à fait dans cet état-là, ne pourra pas se passer à l'avenir des compétences et de bonne volonté et de la volonté de tirer le pays de l'endroit scabreux, enfin de l'endroit mal confortable dans lequel il est, les bonnes volontés et les compétences, qu'elles soient de droite ou de gauche. On a besoin des bonnes volontés humanistes des deux bords. Je crois à cette idée. J'y crois tellement que, d'une certaine manière, je trouve qu'on est en train de vivre quelque chose d'étrange et de réconfortant pour notre pays. Ça marchera pas, j'en sais rien. Je ne veux pas ne pas croire à ça. Je ne veux pas faire la réponse est non, quelle est la question? Vous verriez un jour ministre de la Culture, par exemple? Jamais. Je serai un très mauvais ministre de la Culture. Je me mettrai en colère sur tel truc. C'est un milieu... Le milieu de la culture est un milieu auquel j'appartiens. Ouais. C'est ma famille. Hein. C'est un milieu très, très difficile. Mais pour être politique, il faut être bon comédien. Comme aurait dit l'un de mes maîtres, Jean-Louis Barrault, c'est un monde inattelable. C'est bien comme ça. Inattelable. C'est un monde oui, inattelable. On ne peut pas atteler le monde de la culture. C'est une belle expression. On ne met pas des rênes et on ne le conduit pas. C'est pas comme ça. Pour conclure, j'avais envie de vous soumettre des citations de quelques-uns de vos collègues, de quelques infréquentables. Vous me dites si vous êtes d'accord ou non. Les acteurs sont des gens qui sont devenus acteurs parce qu'ils ne se supportaient pas. Bette Davis. Ce n'est pas entièrement faux. C'est une actrice qui le dit. Mais c'est un peu ce que dit Michel Bouquet. Il y a deux catégories de gens. Les gens qui font ce métier pour se perdre et des gens qui font ce métier pour se trouver. J'appartiens à la seconde catégorie et lui à la première. Et cette personne-là aussi. On compare souvent les hommes politiques à des acteurs. C'est très injuste pour les acteurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les acteurs sont bien meilleurs que les hommes politiques. C'est pas mal trouvé. Oui, ça aurait pu être Guitry. Ouais. Ça n'est pas leur rôle. Je sais bien qu'on est dans la société du spectacle, mais qu'on laisse aux gens du spectacle le soin de faire des spectacles et qu'on désigne à la classe politique le soin de faire de la politique. Quand ils font de la politique, moi, ça me va très bien. C'est pour ça que je défends. C'est épouvantable de faire de la politique. Je ne tiendrai pas 8 jours, tellement ils en prennent plein la gueule quand ça ne va pas, quand ils se goûtent comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus dur ce qu'ils font eux que ce que nous faisons nous, parce que nous, on est gratifiés et eux sont vilipendés. Dernière citation, les gens sont des comédiens, nous sommes des acteurs. Louis de Funès. C'est très joli. Partie de cette distinction, c'est pas oui. mal, hein. Mais je vais vous en donner une autre. Tout le monde joue. Les acteurs ont cet avantage sur les autres, c'est que eux, quand ils jouent, ils le savent.